Cette hebdo édition du dimanche 22 mai 2016. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Les lumières se sont éteintes mercredi dernier sur la conférence internationale de Yaoundé sur le thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». Une rencontre qui a braqué les projecteurs sur la destination Cameroun. Véritable terre d'opportunités et d'affaires. Dimanche dernier, on en parlait déjà en termes d'attente à l'ouverture de ce grand rendez-vous économique. Ce dimanche, deux questions surgissent. La conférence économique internationale de Yaoundé a-t-elle tenu la promesse des fleurs? Parmi les investisseurs qui ont fait le déplacement à Yaoundé, combien sont prêts à ouvrir leur portefeuille pour investir dans notre pays? Et puis, forces de défense et forces vives de la nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et l'intégrité nationale, comme en 2014 et en 2015. La fête nationale du Cameroun a été célébrée ce vendredi dans un contexte marqué par la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Loin de cette guerre, la 44e édition de la fête nationale remet au goût du jour une question qui a toujours existé. Unité au Cameroun, quête permanente, slogan ou réalité? Une question qui se veut encore plus importante à la lumière des événements de vendredi à Yaoundé, entre l'interdiction de défiler des partis politiques par représentés à l'Assemblée nationale par le préfet du Fondi et l'interpellation vendredi des militants du CPP et des membres du mouvement I Stand for Cameroun. L'unité en mal au Cameroun à la lumière de la fête de l'unité. Les thèmes ainsi présentés, je vous propose à présent, très chers téléspectateurs, de faire connaissance avec le panel. Je commence par vous, Jean-Robert Wafo. Vous êtes militant du Social Democratic Front, ministre du Shadow Cabinet. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Juste à côté de vous, nous recevons Cyril Bogico, le patron de Balafon. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous, bonjour à tous. J'ai envie de dire le groupe Balafon, parce que j'imagine que la télé arrive. Après la télé, il y aura d'autres business. D'autres, oui, justement. Il y a Balafon communication, Balafon marketing opérationnel. Donc, on a beaucoup de filiales qu'on est en train de développer. Il y a tellement de jeunes au Cameroun qui sont compétents et qui ne trouvent pas d'emploi. Donc, nous avons trouvé là l'occasion, avec justement les besoins du Cameroun en termes de marketing, de pouvoir permettre à ce jeune sorti d'école de pouvoir, à partir de l'idée que j'ai mis en place et des moyens que je mets en place, mettre en exergue leurs compétences et question de faire gagner le Cameroun sur tous les fronts prochainement dans les 15 prochaines années. Jeune entrepreneur. Oui, jeune entrepreneur, c'est ça. Malheureusement, on n'était pas à Yaoundé pour le Doing Business, pour le forum économique. Mais là n'est pas la question. Merci d'être avec nous en tout cas. Oh non, peut-être que ce n'est pas encore à notre niveau, mais on est sur le chemin. On en parle justement parce qu'on a constaté que l'expertise nationale a été mise de côté. Donc en face de vous, on reçoit Bédi Moko. Il est militant du Manidem, membre du bureau politique. Oui. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci d'accueillir le Manidem chez vous. Voilà, c'est la toute première fois que je vous reçois, si je ne me trompe pas. Oui, là, sur ce plateau, c'est la première fois. Pour moi, personnellement, mais pas pour le Manidem, bien entendu. Bien entendu. Anissé Kanasova était là. Et bien d'autres encore. Voilà, et bien d'autres encore. Donc à côté de vous, le dernier, mais pas des moindres, Robert Moutiambassa, opérateur économique, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, membre du comité central. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Léla, bonjour aux copanélistes, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Nous pensons que les sujets qui ont été arrêtés par vous sont des sujets d'importance majeure et nous espérons apporter un peu d'éclairage à tous les Camerounais et permettre que le Cameroun continue d'avancer. Pour emboîter le pas à Cyril Boudjico, je pense que c'est les jeunes qui doivent prendre leur avenir en main parce qu'il n'y a pas d'une autre façon de le faire. Alors peut-être cette petite blague, jeudi lorsqu'on suivait le 17h à la rédaction de Spectrum Télévision, alors en rapport avec le défilé au boulevard du 20 mai, on a cru comprendre qu'il y avait un parking réservé aux membres du comité central lorsque les dispositions étaient prises. Je vais juste comprendre, pour rire, c'est une question innocente. Le comité central, c'est un organe du gouvernement maintenant. Non, la question n'est pas une question difficile à répondre. Vous savez,
c'est le protocole d'État qui gère un peu ce genre d'événement. Le protocole d'État prend en compte tous les corps. Il n'y a pas que le comité central. Il y a le parking présidentiel, il y a le parking pour l'Assemblée, il y a le parking pour la Cour suprême, les partis politiques, y compris le comité central du RDPC. Donc ça fait que quelque part, c'est le protocole qui gère ce genre de choses. Et dire qu'il y avait un parquet pour le comité central, c'est un peu normal. Le RDP, c'est le parti qui est au pouvoir. On ne va pas faire la fine bouche. Moi, je pense que quand demain, le SDF sera au pouvoir, il y aura un parking pour le SDF. Donc, moi, je pense que chacun gère à sa manière. Le comité central est fortement représenté. Forcément, il faut que les gens puissent garer leur véhicule. Maintenant, les autres partis ne sont pas forcément représentés au même niveau et en quantité. Et donc, du coup, ça fait qu'on ne peut pas ne pas... Est-ce que Fournier était là-bas? Il a bien garé son véhicule. Dans Monsieur Bédi, on n'est pas nous, d'accord. au Manidem, nous savons d'où vient cette confusion. Et c'est quelque chose que nous avons dénoncé. Quand on défile le 20 mai au boulevard, je ne sais pas comment vous l'appelez, du 20 mai, oui. Qui est-ce qu'on est en train de... Devant qui on défile? Devant le président de la République ou devant le président du RDPC? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est de là que vient cette confusion. On va en débattre Nous tout à l'heure. Nous défilons devant le président de la République, devant le président du RDPC. En fait, pour que les choses soient un peu normales, Paul Biya ne devrait plus être président du RDPC. Et ça enlèverait peut-être ce genre de confusion. Non. Là, ça c'est vous interférez dans les affaires intérieures du RDPC. Mais il a déjà des responsabilités au plus haut niveau. Il est président de la République. Il peut se départir de son rôle de président. Merci, messieurs. C'était juste une question pour... Non, mais on ne lui a pas dit que le fait de cumuler posait un problème en tant que tel. Voilà, le 20 mai, c'est la fête de l'unité. Et la fête de l'unité, on défile devant le président de la République. Tous les partis politiques, y compris le RDPC et les autres. Donc, je crois qu'il n'y a vraiment pas un problème. Moi, je suis d'avis pour les... Je l'ai dit à une autre chaîne de télévision. Moi, je suis d'avis pour les prochaines fêtes de l'unité, que ce soit uniquement l'armée qui défile. Parce que ça évite tous ces problèmes inutiles où chaque parti veut venir défiler avec ses pancartes. On laisse comme partout dans les grands pays aujourd'hui. C'est l'armée seule qui défile. Et terminé, on a un point très. Jean-Robert Wafo veut dire quelque chose sur le parking réservé aux membres du comité central. Non, mais moi je trouve que c'est un scandale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Et les militants du RDPC, c'est vrai, c'est un parti État, parce qu'en fait, le plus gros de leurs militants se recrutent dans l'administration. C'est pour ça qu'ils ont des scores parfois à la soviétique. Mais rien ne justifie que le RDPC puisse être le seul parti à avoir un parking. C'est-à-dire quand on dit parking, comité central, je dis c'est pas normal. Et ça s'observe un peu partout dans la République. Mais regardez par exemple quand le gouverneur ne se comporte plus comme s'ils sont des gouverneurs de région, ils se comportent comme s'ils sont des gouverneurs du RDPC. Essayez d'aller voir le nombre de personnes qu'il y a parfois dans les, comment on appelle ça, dans les vins d'honneur que les gouverneurs organisent. Vous allez voir, c'est les sous-militants du RDPC qui ont des cartes d'invitation, mais nous ne sommes pas demandeurs. Hein, mais c'est tout au moins ce que nous observons. Donc je pense, pour ma part, il n'y a pas encore, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent n'ont pas encore intégré la notion de république, n'ont pas encore intégré la notion d'État, et je pense que c'est dommageable, n'est-ce pas, 26 ans après, n'est-ce pas, l'avènement de la liberté, de la démocratie qui a été arraché aux forceps. Et ce n'est pas la seule aberration qu'il y a eu, si on veut relever des aberrations pendant le défilé. Pourquoi c'est un seul parti qui a l'autorisation de défiler avec des banderoles et on reviendra justement. Les gouverneurs sont militants de droit du RDPC. Allez voir dans les statuts. Mais c'est qui n'est pas normal. Mais réadaptez vos statuts, M. Moutet. Non, attendez. Non, mais écoutez, je vous donne une réponse. Mais ce que vous dites là, ceux qui nous observent en monde, mais c'est écrit, c'est vrai. C'est un scandale. Mais demain... Un ministre, c'est un homme politique. Ça, c'est tout à fait normal. On ne peut pas reprocher à un ministre d'être militant du RDPC. Mais quand on est gouverneur d'une région... Je vous dis, non, mais écoutez, les vous gouverneurs devez cacher ça. Vous devez voix réactualiser vos statuts. Ça, c'est nos problèmes internes. C'était à l'époque du parti unique. Maintenant, comment voulez-vous qu'un gouverneur... Comment voulez-vous qu'un gouverneur... Merci, messieurs. Merci, messieurs. Vous chutez 15 secondes. Vous allez comprendre pourquoi. Comment voulez-vous qu'un gouverneur, en cas de conflit entre une coordination départementale du RDPC, du Vouri, et peut-être la coordination départementale du SDF du littoral, pourquoi voulez-vous, alors même régional, pourquoi voulez-vous que le gouverneur tranche en faveur de la coordination du SDF quand bien même il est convaincu? Non, c'est pas le gouverneur. Non, je suis désolé. Je suis désolé. C'est le préfet. Vous devez réactualiser vos statuts. Au plan administratif, vous devez réactualiser vos statuts. De là, messieurs. Et c'est une honte quand vous faites savoir cela au peuple camerounais à Mondo Vision. Au plan administratif, là, c'est le préfet qui est le patron
de son département, au plan administratif, c'est lui que vous devez rencontrer, ce n'est pas le gouverneur. Et le gouverneur est au-dessus. Donc, j'ai une autre question. Et il n'est pas dans la région. J'ai une autre Il question. est dans la région, mais il est sous les ordres. Le préfet peut donner des instructions au gouverneur. Merci, dans le cadre messieurs. Je suis désolé. Merci, messieurs. Ah, mais c'est la- L'honorable Jean-Michel Nincheux, qui est président régional du SDF, dans le littoral, devait être en train de traiter avec le gouverneur de région. Non, Et c'est ce qui non. s'est toujours Donc, messieurs, avant de parler Même comme il n'y va jamais. Avant de parler de la conférence Et à juste titre. Investir au Cameroun, j'aimerais également avoir les avis des uns et des autres sur la liste des 23 joueurs publiée par Hugo Bros. Une liste dans laquelle Cyril Bojiko ne figure pas le nom de Stéphane Biya. J'ai bien remarqué que vous avez laissé les politiques débattre entre eux, comité central, parking ou pas parking. Donc on parle de la liste publiée par Hugo Bros. Oui, mais sur la question du parking du RDPC au 20 mai, vous savez, si je prenais la parole, j'allais la monopoliser pendant 1 heure parce qu'on parle de la fête de l'unité nationale, mais c'est une fête d'exclusion nationale. Il n'y a pas de fête d'unité nationale au Cameroun. Au regard des injustices qui sont faites ça et là, où la gourmandise du RDPC s'accapare carrément tout le système étatique, l'administration arrogante et tout le reste. Et pour moi, je dis que ce n'est pas une bonne publicité pour le RDPC, un parti que je respecte énormément. Je ne milite dans aucun parti. Mais ça ne fait pas des affaires du Cameroun. Et vous allez voir comment cela a un impact justement sur le forum économique qui a été organisé à Yaoundé. Je vous dirai pourquoi le RDPC est le problème de ce pays, le Cameroun. Le Cameroun a 2 problèmes majeurs, les fonctionnaires et le RDPC. Donc, heureusement, ils se confondent malheureusement, je vous dirai, lorsqu'on va arriver sur le sujet. Par rapport à la liste du Gobros, justement, bien n'est pas là, c'était prévisible. Je pense qu'à un moment donné, il faut créer la rupture. On ne peut pas continuer de faire. C'est ça, justement, la maladie du RDPC, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qui reviennent chaque année. On a les pauvres militants qui espèrent un jour atteindre le sommet, mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez le RDPC depuis 1985, vous allez voir qu'il n'y a pas eu trop de promotion de valeur au sein de la jeunesse. Ce sont les mêmes qui tiennent le parti depuis des années et qui sont là. Et c'est un système, c'est devenu une maladie, c'est endémique. Et c'est devenu systématique, symptomatique d'une administration moribonde qui est presque statique. Et le président, lui, tout le temps, il dénonce l'inertie. Mais vous avez le même cas. C'est-à-dire que comment pouvez-vous imaginer que dans une équipe nationale comme celle du Cameroun, depuis 15 ans, on a presque les mêmes joueurs qui reviennent. Presque les mêmes joueurs qui ont leur diktat. On change d'entraîneur, on garde les mêmes joueurs. Il n'y a pas de nouvelle dynamique qu'on pousse vers le haut pour apporter un certain changement, une nouvelle force. Des gens qui ont soif de trophées. Vous avez des gens comme Stéphane Biya qui devraient déjà depuis longtemps quitter la sélection nationale. Parce qu'aujourd'hui, ils ne répondent plus aux défis que nous imposent les équipes avec, à savoir la vélocité, la rapidité, etc. Vous avez des gens qui sont là depuis des années et qui en ont fait leur affaire personnelle. Donc il s'agit bien de ça. Ils vont faire les systèmes sportifs et les défaits. Ils vont prendre parti pour tel président de la fédération et contre telle personne. Ils vont choisir un entraîneur. Ils ont le mot à dire. Depuis quand les joueurs ont le mot à dire, quand il faut choisir un entraîneur de football. Le cas Stéphane Biya ne me surprend pas. Parce que justement, l'incident de Limbé était assez évocateur d'un certain malaise et d'une certaine confiscation des affaires de la nation par certains individus. Alors, il n'y a pas qu'au football qu'on voit ça. Il y a même dans l'administration. Lorsqu'on vous dit qu'un parking du 20 mai a été attribué au comité central du RDPC, moi je pense que les membres du comité central du RDPC devaient défiler dans leur commune. Ils devaient tous aller présider le défilé dans leur ville. Parce que dans les villages, le défilé a perdu sa saveur parce que justement les grands du parti ou les grands de la ville vont tous à Yaoundé. Chacun veut se bagarrer pour un carton d'invitation. Il faut bien montrer au père qu'on est là. Mais arrêtez de vouloir plaire au président de la République. Il faut plaire aux Camerounais parce que le président est au service de la nation. Arrêtez de vouloir plaire au président de la République. J'ai vu également une militante du parti qui a tout fait pour se rendre à Yaoundé alors que son parti était interdit de défiler sur les critères qui ont été assez clairs par le préfet du Foundi qui a dit seuls les partis qui sont à l'Assemblée nationale doivent défiler au boulevard du 20 mai. Ça évite qu'on ait un défilé interminable. Ça, il faut le comprendre. Ça permet également qu'il y ait d'autres parades. Parce que si on a des défilés de 4 heures, comme on avait par le passé, mais madame Léla, les défilés de fête nationale ne durent pas plus de 2 heures. Le timing est là. Alors, c'était un critère assez objectif pour pouvoir dire, bon, ok, ceux qui ne sont pas à l'Assemblée nationale peuvent défiler ailleurs, mais pas au boulevard du 20 mai. Donc, on va y arriver. Alors, tout le monde veut plaire au président. Alors, on a une équipe nationale du Cameroun où vous avez des joueurs qui se succèdent dans la confiscation de notre équipe nationale. De ce cas, Stéphane Biya ne me surprend pas. Vous savez ce qu'il a eu à faire et le ministre Bidunkwat a été très dur avec lui lorsqu'il a reproché au code d'avoir n'a pas aligné les cadres. Les cadres de l'équipe nationale Cameroun. Et justement, on a vu justement que ce sont ces cadres-là qui posaient un véritable problème à notre équipe nationale. On ne joue pas avec les émotions d'une nation. Il faut faire très attention. On ne joue pas avec la fierté des Camerounais. Je pense que notre football est devenu notre seul objectif majeur. L'équipe nationale du Cameroun est devenu notre seul parti politique qui unifie tous les Camerounais. Alors quand vous avez des gens comme Stéphane Biya, dont l'arrogance n'est plus à démonter, qui peuvent avoir ce genre
tel comportement, c'est un bon footballeur. Mais je pense que lorsqu'on est un bon footballeur, il faut parfois savoir se taire. Donc ça a été une occasion pour lui manquer de se taire. Lui, par contre, qui est le capitaine, qui est l'ancien, qui aurait pu encadrer ces jeunes-là, mais de pouvoir toujours imposer ses gars ou alors ces gens à cette formation nationale, alors que nous voyons tous que sur le terrain, ils ne sont pas performants. Dans les clubs, ils ne sont pas performants. À l'équipe nationale, ils ne donnent pas le rendement. On a des joueurs on voudrait quand même essayer des nouveaux joueurs pour voir ce qu'ils sont capables d'apporter. Vous pensez également que les propos qu'il a tenus... Je crois que ces propos ne sont même pas assez durs, parce que quand vous regardez, pour être capitaine d'une équipe, il faut être un leader d'abord. Il faut naturellement être un leader. On ne devient pas capitaine parce qu'on est plus ancien dans l'équipe. On est capitaine parce qu'on est leader. On peut entraîner les autres. On peut discuter pour le compte des autres. On peut faire l'interface avec les coachs, durant le match. Il est celui qui est la courroie de transmission entre le coach et les joueurs. Donc, c'est un leader qui doit être capitaine. Maintenant, quand on prend un joueur quelconque qui parle au travail à atteindre un certain niveau, c'est un joueur qui est bon, peut-être parce qu'il a travaillé, mais il n'a pas de talent. Alors, notre capitaine, moi, j'estime qu'il n'a pas de talent. Il a beaucoup travaillé pour atteindre son niveau, mais il n'a pas de talent. Il faut chercher des joueurs talentueux et qui ont le charisme de leader pour entraîner le reste. Parce qu'un joueur ne doit pas venir commencer, un capitaine ne doit pas venir commencer à diviser entre ses collègues footballeurs. Donc, je suis d'avis, du même avis que Cyril, et je crois que c'est des gens qui ont déjà fait leur temps dans l'équipe nationale. Quand on partit voir leur âge, il a dit tout à l'heure, allez voir des grandes équipes en Europe, c'est 18 ans, 22 ans, 23 ans, ce n'est plus 30 ans. Et poussière, ceux qui sont en train de poussière partent déjà vers la retraite, ils se mettent déjà en retraite, ils laissent les jeunes prendre le relais. Je pense que le coach doit avoir la force, et je crois que c'est un coach qui semble avoir du caractère. Je crois qu'il va falloir qu'il aille en profondeur. Là, il a mis 3 personnes, 3 jeunes du championnat. Je pense que c'est insuffisant. Il faut remonter et avoir plus la moitié de notre équipe nationale qui est issue de notre championnat. Et maintenant, les professionnels doivent se battre et être parmi les meilleurs pour venir apporter le plus, comme à l'époque de Roger Mila et autres. À l'époque, Roger Mila venait seul avec Bauken. Paul Bauken, il venait à 2 pour renforcer une équipe de 12, de 11. Et on avait de bons résultats. C'était pareil pour Abega et les autres. Donc, avoir une équipe qui est à 100% des gens qui sont des expatriés, comme on est en matière de football, je pense qu'on amène les problèmes d'entraînement, de regroupement et autres. Si on a 6 ou 7 qui font partie du championnat national et les autres viennent de l'extérieur, je crois qu'on va faire une très bonne équipe. Et ceux qui jouent au Cameroun ne vont plus être trop tentés de sortir. Parce que le problème, c'est quoi? Comment on se rend compte que l'équipe nationale n'a fait que de 23 personnes professionnelles qui viennent de l'extérieur? C'est chacun, même dès qu'il apprend à jouer à la TIS, cherche déjà à partir parce qu'il va avoir au moins le statut de professionnel. Donc, je pense que la sanction de Biassi, c'est une sanction, elle est bonne. Je crois qu'on devait la prolonger un peu pour continuer à voir s'il n'y a pas d'autres qui peuvent émerger. Parce qu'à le ramener trop vite, il va revenir encore pour des règlements de compte. Monsieur Bédimon. Oui, tout à fait. Bon, ce que moi je voudrais dire là-dessus, la gestion du football camerounais ne peut être qu'à l'image de la gestion de l'ensemble du pays. On ne peut pas sortir le football de comment fonctionne le pays, c'est-à-dire l'improvisation, le manque de préparation et le reste. Il faut déjà se poser certaines questions. Sur quels critères déjà sont choisis ces entraîneurs? Comment est-ce qu'on les nomme? D'où viennent-ils? Maintenant, je ne sais pas ce que est devenue la direction technique nationale dans ce pays. Un peu pour dire comment sont sélectionnés les joueurs. Apparemment, d'après tout ce que je suis en train d'entendre là, les joueurs maintenant sont sélectionnés à base de une humeur qui a eu, parce qu'il a dit ceci, il n'a pas dit cela. Est-ce que c'est ça qui devrait être les critères de sélection des joueurs? S'il y a une direction technique nationale, on devrait être capable de détecter les joueurs au plus bas niveau, suivre les révolutions et les accueillir maintenant à l'équipe Fagnon le mois venu quand ils ont atteint leur maturité. Mais maintenant, la paresse qui a cours dans le pays existe aussi dans le football camerounais, c'est-à-dire il n'y a pas ce travail de détection du talent de la base. Mais dans les entraîneurs, bon, avec ceux qui les choisissent, on sait sur quels critères, se contentent juste, on l'a décrié tout à l'heure, ils se contentent juste de regarder à gauche, à droite, choisir ceux qui, on ne sait comment, ont atteint certains niveaux dans des championnats. On ne sait pas comment ils sont partis. On les a peut-être pas souvent évolué au championnat camerounais. Ils sont arrivés là où ils sont. Alors pour l'entraîneur, le travail est très simple. Il s'assoit, il sélectionne les joueurs. Au lieu maintenant de se confier à la direction technique nationale qui devrait être en charge de sélectionner les joueurs de la base. On arrive à ce genre d'exception. Espérons, j'ai entendu dire tout à l'heure que peut-être le nouvel entraîneur est quelqu'un qui a du caractère, un homme de poigne. On espère qu'il va se soustraire, maintenant de toutes les influences qui viendront à gauche, à droite, qui pourra nous bâtir une équipe. Et puis il faudra quelqu'un de courageux. Parce que ne nous limitons pas juste aux résultats ponctuels que nous pouvons avoir.
essayons aussi de faire un travail dans la durée qui va payer. Jean-Robert Wafo, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, tout juste pour d'abord être solidaire, n'est-ce pas, du coach qui a mis Stéphane Biya de côté. Parce que voyez-vous, quand on rentre un peu dans le passé, on se rend compte qu'à l'époque, il y avait un conflit entre Stéphane Biya et Samuel Eto'o. Samuel Eto'o avait été le seul à payer le prix. Et à l'époque, je disais qu'il fallait que les deux soient mis de côté. Et quitte à ce que, dans un avenir, qu'on puisse reprendre les deux, pour que cette tension serve de leçon aux deux. Bon, ben voyez-vous, je suis toujours de ceux qui pensent qu'une bonne équipe de 23 joueurs est préférable à une équipe de 23 joueurs bons. C'est-à-dire qu'il faut une bonne équipe de 23 joueurs et non pas une équipe de bons 23 joueurs. C'est pas possible. Le football est d'abord collectif. Si on se rend compte qu'il y a un joueur, n'est-ce pas, qui peut perturber la sérénité, je veux dire, l'esprit de groupe, c'est tout à fait normal pour le coach, n'est-ce pas, de le mettre de côté. Voilà, Stéphane Biya récolte ce qu'il a semé après les propos qu'il a tenus à l'égard des jeunes qui devraient pourtant encadrer. En tant qu'ancien, c'est plutôt lui qui se permet donc de dire devant ces jeunes et il dit au coach, mais pourquoi tu n'as pas mis sur le terrain des cadres? Il appelle quoi cadre? Il me souvient qu'en 84, quand Claude Roy arrive au Cameroun, il fait une sélection, je crois que c'était de 40 joueurs, il part au Brésil. On prend les François Omambiik et les André Canabi qui sont à Puma Football Club. En deuxième division. En deuxième division, à Puma Football Club. On prend des gens comme les Mwabaja Kemi qui sont là-bas. C'est-à-dire il construit une équipe après notre défaite pour la qualification de la CAN. Il construit une équipe, nous allons en 86, nous allons jusqu'en finale de la Coupe des Nations, nous perdons face à l'Égypte, dans des circonstances qu'on sait, parce que c'était tellement difficile sur ce stade. Et puis en 88, on revient et nous gagnons la Coupe au Maroc. Donc je pense pour ma part qu'une bonne équipe de 23 joueurs est préférable à une équipe de 23 bons joueurs. Merci Jean-Robert Wafo. Alors si la réalisation le veut bien, je propose qu'on prenne rapidement la transition et on parle de la conférence Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Robert Motté, Ambassa, vous êtes opérateur économique, donc investir au Cameroun, terre d'attractivité, c'était finalement quoi? Le grand rendez-vous de l'espoir? C'est un gros terme, dit grand rendez-vous de l'espoir. Moi, je pense que ce que j'ai trouvé... On a bien vu comment les ministres en parlaient. Ce que j'ai trouvé de très très bien déjà dans cette conférence, c'est l'implication personnelle du chef de l'État. Parce que derrière tout ça, il y a quand même du marketing. Il faut vendre le Cameroun, il faut vendre la direction Cameroun. Ça a permis en même temps de vulgariser la loi 2013, du 18 avril 2013, qui est une loi d'incitation à l'entrepreneuriat privé, où les entreprises privées qui le sollicitent signent une convention avec l'État du Cameroun pour bénéficier d'un certain nombre d'exonérations, impôts, taxes et douanes, sur tout le matériel qui concerne l'usine de production, tout le chemin critique, et 10 ans, pendant 10 ans d'exploitation, vous bénéficiez encore des exonérations jusqu'à 50% d'un certain nombre d'impôts et taxes. Donc je crois que c'était une très bonne tribune pour que cette loi qui n'était pas très connue, qui date quand même de 2013, d'avril 2013, qui n'était pas très connue, et puisse être connue de l'ensemble des opérateurs nationaux et internationaux. Mais surtout nationaux. Bon, malheureusement, les nationaux n'étaient pas très représentés, parce que c'est eux, en fait, qui devaient être remplis dans la salle. Bon, on a vu beaucoup plus des gens qui viennent de l'étranger, des fonctionnaires, des journalistes et autres, mais il y a eu des entrepreneurs nationaux, mais qui sont de grosses multinationales, mais les entrepreneurs du niveau des PME, PMI, c'est eux qui doivent être pleins dans la salle parce que ça les intéresse. Et ça, c'était une bonne tribune pour faire la publicité de cette loi, et la présence du président était là pour le renforcer. On a aussi pu apprécier la présence de grandes personnalités comme le président Barroso, l'ancien premier ministre de Corée, Lumelu et les autres. Je crois que ça démontre de l'importance qu'il y a. Mais j'ai été un peu déçu à la fin parce que j'ai eu l'impression que ce qu'il fallait dire ou faire n'a pas été fait. On est revenu sur les mêmes résolutions qu'on connaît. Le premier ministre était ici à Douala, le business, c'était à peu près les mêmes résolutions. Mais je crois qu'il y a un élément important qui est resté un peu... Je suis resté un peu sur ma faim. C'est quoi? C'est que il y a un monstre caché qui s'appelle l'administration, qui crée des blocages, des frustrations, et qui parfois est trop présente
et bloquent les décisions parfois prises par des instances au-dessus. Je peux aller très vite pour prendre un exemple très simple, hein, parce que c'est des choses que nous avons vécues, que nous vivons. Nous avons signé au mois d'avril dernier une convention avec l'État du Cameroun pour bénéficier justement de ces facilités. Le ministre de l'Industrie a signé au nom de l'État du Cameroun. Le ministre des Finances a signé pour que les exonérations d'impôts, taxes et douanes se fassent. Mais en dessous, l'administration de douane ne peut pas donner les codes douaniers pour que les équipements qui rentrent dans l'usine à installer soient introduits dans le SUGIPES pour qu'à l'arrivée des équipements, qu'ils soient évacués immédiatement. Ça se bloque. Alors que le ministre des Finances a signé. Alors voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a une administration. Le président, dans son speech, a bien rappelé aux gens qu'il n'y a pas que la croissance. Il faut aller plus loin que la croissance et redonner la priorité à l'homme. Parce qu'en fait, l'homme est toujours au centre de tout. Quand je parle de l'administration, c'est les hommes. Ce n'est pas... C'est les hommes. Les hommes qui sont dans l'administration, il y en a qui sont des gens qui travaillent dans l'intérêt des gens du Cameroun, mais il y en a un bon nombre qui ne travaillent pas dans l'intérêt général. Et c'est eux qui posent problème. Et c'est pour ça que je dis, je suis resté sur ma faim, parce qu'aux conclusions, on n'a pas trop fait allusion à l'administration qui doit prendre un peu de recul, elle doit être moins présente, les procédures doivent être fluides, les choses doivent aller plus vite parce que tout se résume au niveau de l'homme. C'est la raison pour laquelle, quelque part, j'ai dit, le président l'a bien synthétisé en disant qu'il faut ramener tout sur l'homme. Si l'homme ne joue pas, ne privilégie pas le patriotisme, l'intérêt général, je pense que tout est parti pour que ça ne marche pas. Donc, voilà des cas où ça existe, les ministres signent, mais en dessous les administrations ne suivent pas, trouvent des astuces pour bloquer. Alors, vous avez beau faire du marketing, si derrière il y a des gens comme ça pour bloquer, forcément, ça va dénaturer les objectifs qu'on veut atteindre. Alors, Robert Moutéamba a dit être resté sur sa faim. Est-ce que vous pensez que cette conférence est susceptible de relancer les investissements au Cameroun, ou alors vous également, vous êtes resté sur votre faim? Non, mais l'initiative en elle-même n'est pas mauvaise à partir du moment où la réflexion devait précéder la mise en route des projets. Mais j'ai bien envie de me poser une question. Pourquoi c'est 33 ans, c'est 34 ans après l'avènement de M. Biya au pouvoir qu'on assiste à une conférence pareille? On a lancé les grandes ambitions, je crois que c'était en 2004. Pourquoi c'est 12 ans après seulement écoutez, il faut qu'on soit sérieux. La Côte d'Ivoire est allée au Code de Paris et a décroché 6 500 milliards de francs CFA d'investissement. On a pris de dollars. 6 500 milliards de dollars. 6 500 milliards de francs CFA. D'investissement sur les 6 500 milliards de francs CFA. 6 500 milliards de francs CFA. 6 500 milliards, voilà. Syrie. Ouais. Et il n'y a pas eu de tambour, il n'y a pas de trompette. Ils sont là-bas, c'est les chambres consulaires qui ont travaillé et tout. Bon, voilà, il y avait autour de 30 personnes. Il n'y a pas eu trop de bruit. C'est qu'on a obtenu donc les résultats qu'on a pu lever. Quand les investisseurs ont accepté donc de lever 6 500 milliards de francs CFA, tout simplement, on a fait un communiqué pour rendre cela public. Et au Cameroun, c'est 500 personnes qui sont là. On ne parvient même pas à lever un seul des 1000 milliards attendus. Et vous savez ce qui est encore grave? C'est quoi? Ce que les organisateurs ont affrété un avion privé au Bougère, à Paris, avec 60 investisseurs à l'intérieur, français à l'intérieur. Ils n'ont signé aucun contrat, ils n'ont rien promis. Ils sont rentrés, ils ont été totalement déçus. Donc, je pense donc pour ma part qu'on n'a pas besoin d'une conférence internationale pour attirer les investisseurs. L'attractivité d'un pays repose sur les données scientifiques. Et à ce titre, Doing Business est une référence en la matière. Vous avez bien constaté, d'ailleurs, Cyril le disait dans son propos introductif, que bon, lui n'a pas été invité. Moi, je suis surpris. Je suis surpris parce que j'ai entendu dans le même Cyril Bojiko dire une fois, je crois qu'on vous avait invité, je crois que c'était... le 11 février. Donc c'était le 11 février, le gouverneur du littoral, voilà. C'était sur ce plateau, vous avez fait l'honneur de dire, ok, bon, voilà un jeune que j'ai repéré, j'ai besoin de lui, il vous a invité, il vous a écouté. Mais on s'est limité à quoi? Ceux qui ont pris la parole, c'est Manuel Barroso qui a fait un cours magistral, je veux dire, devant tout ce parterre. Et en même temps, bon, il me pose la question de savoir si Manuel Barroso également, a pu bien diriger la Commission de l'Union européenne. Moi, je suis en droit
de me poser la question, de savoir... Il a foutu l'économie du Portugal en l'air en 2 années seulement. Tout à fait, et c'est lui qu'on prend comme référence. Moi, ça me pose la question. Je suis en droit de m'inquiéter sur le virage que va prendre l'économie du Cameroun après cette conférence. On n'a pas entendu de déclarations fortes. Il n'y a même pas eu de nationaux. Quels sont les nationaux qui ont fait des déclarations fortes? Que retenez-vous de ça? Non, écoutez, l'attractivité repose sur des principes simples. Je m'attendais qu'au sortir de cette conférence, que le président de la République fasse une annonce forte allant dans le sens, par exemple, de l'amendement du Code des investissements pour le rendre plus attractif, donc de faire en sorte que ça scie avec les exigences de l'heure. Je me serais attendu que le gouvernement donne des gages que l'impunité, que l'insécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires, que la corruption seront brutalement pourchassés. Il n'en a rien été. Et je pense, pour ma part également, que bon, il n'y a pas eu de grandes annonces sur la création de ceci. Tout juste le groupe Castel, je ne sais même pas si c'était à cette conférence, qui a dit qu'il va investir dans, comment on appelle ça, dans l'agriculture. C'est quand même surprenant. On attendait des choses, donc des annonces fortes. Ça n'a pas été le cas. Il faudrait qu'on dise aux Camerounais combien cette conférence internationale a coûté. Parce que c'est avec l'argent de nos impôts qu'on a organisé cela. On n'a rien eu en retour, du moins jusqu'à présent. Même le relais médiatique qu'on espérait avoir, je n'ai lu dans aucun journal étranger. D'ailleurs, moi, je suis toujours de ceux qui pensent qu'il faut plus privilégier, n'est-ce pas, les médias nationaux aux médias étrangers parce qu'on vient investir dans notre pays. Mais comme ils fonctionnent toujours dans le sens qu'ils préfèrent que ce soit les médias étrangers qui en parlent, je n'ai vu aucun média étranger en parler. Ça veut dire tout simplement qu'il faudrait que la CONAC passe là-bas. Il dit passe de ce côté et regarde ce qu'on a fait avec l'argent, combien on a débloqué, comment ça a été utilisé, et à ce moment-là, on pourra voir un peu plus clair. Voilà, alors, avant de revenir à vous, Cyril Bojiko, le président des Camprota et Yakmatou, comme vous, il regrettait déjà le fait que les capitaines des industries nationales aient été mis de côté. C'est un problème, vous également, en tant qu'entrepreneur camerounais. Oui, bien sûr, à tous les niveaux, parce que les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont déjà fait du chemin, j'étais très déçu par ce forum de Yaoundé, parce que c'était une très belle idée du chef de l'État, malheureusement, qui a été très mal ficelée, à mon avis, dans la mesure où ce ne sont pas les autres qui viennent nous développer. Il faut faire attention à ce qu'on appelle l'économie